Mon père avait acheté cette propriété qui s'appelle en fait Platier, entre Allemans et Duras, avant la route de Pardaillan, pour ses 5 enfants. Moi, mes 2 frères, 2 autres fils d'un premier mariage. Ce qui m'épatait le plus dans cette maison, c'était le parc. Je croyais qu'on était riche, parce qu'il y avait un bassin et des palmiers, et de grands sapins, et un petit escalier de marbre qui donnait sur la départementale. La grande plongée de mon enfance dans l'inconnu, c'était pendant que mes frères étaient chez le curé pour apprendre le latin, mes journées entières dans le parc, seul. Ce n'était pas un château, c'était une demeure de vignerons riches, avec un chai grand comme la maison, du vin, des prunes et beaucoup de vignes. Mais l'écriture, je sais d'où elle vient. Je revois. C'était une terre très déserte, pauvre. Les gens vivaient d'un petit vin et de fruits, de pruneaux, du tabac, des artichauts aussi pour les Parisiens, et du cochon annuel. Mais il y avait des terres énormes et vides. Et moi, j'avais obtenu de ma mère de garder les vaches. Il y avait 4 à 6 vaches. Mes plus beaux souvenirs, c'est de partir avec les vaches, de leur faire traverser la route départementale et d'aller le long du Dropt. Et la fin de mon bonheur, c'est là. Il y avait une ligne de chemin de fer qui longeait la route. Le train est arrivé sans siffler. Il a tué une vache en lui arrachant une corne. Elle a perdu tout son sang. Je parle dans ce livre de cette peur, de cette vache qui s'appelait Brune. J'ai encore dans la tête ses cris. On a dû l'abattre le lendemain. J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches, de la solitude de cet endroit où j'avais 8 ans, où je suis restée près de Brune. Je lui parlais, je criais et je pleurais. Ce sont de grands souvenirs, parce que c'était avec la mort que j'étais. Une jeune vache, une jeune fille, qui avait la tête arrachée à moitié, qui appelait, qui n'a pas cessé d'appeler. C'est ça que ça veut dire l'écriture. Tout de suite, je me suis isolée de cette famille. Quand je me revois d'ici, je me revois comme n'étant personne, mais déjà sur le chemin pour devenir quelqu'un comme un écrivain. Marguerite Donadieu, qui est d'ailleurs en 1943 Marguerite Anthelme, puisqu'elle a épousé Anthelme en 1939. Quand elle publie Les Impudents, elle va quitter son nom de Donadieu et son nom d'Anthelme et prendre Duras comme nom de plume, qu'elle gardera toute sa vie. À partir de 1943, à partir de la publication de ce premier roman, elle s'appellera Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'elle placera tous ses écrits dans cette maison, puisque Quérol dit les mots sont aussi des demeures. Eh bien, sa demeure, à elle, la demeure de ses écrits, c'est le mot Duras. C'est-à-dire que c'est le mot Duras. Et le père de Marguerite Duras, Henri Donadieu, qui était né à Villeneuve-sur-Lot, qui est rapatrié en avril 1921 pour raison de santé, que les médecins interdiront de repartir en Indochine, qui va acheter une maison pour y mettre toute sa famille. Donc il achète donc cette maison qu'il habitera en septembre 1921, et dans laquelle il va mourir très rapidement. En décembre 1921, il meurt seul dans cette maison. La famille, la mère de Marguerite Duras et ses 2 frères étaient restés à Phnom Penh à ce moment-là. Et donc la mère attendra, qui était directrice d'école, attendra le mois de juillet pour revenir avec toute sa famille dans cette maison, en pensant y rester
toute sa vie avec la pension de son mari, ce qui ne sera pas possible. Donc elle y restera 2 ans. Elle arrivera en juillet 1922 et elle en repartira en 1924. Mais voilà ce que Marguerite en dit, d'ailleurs, dans le journal Libération, interviewée par Marianne Alphand. Elle dit « Mon père avait acheté cette propriété qui s'appelle en fait Platier, entre Allemans et Duras, avant la route de Pardaillan, pour ses 5 enfants. Moi, mes 2 frères et 2 autres fils d'un premier mariage. Ce qui m'épatait le plus dans cette maison, c'était le parc. » On trouvera dans les archives de Marguerite Duras, qui sont conservées à l'IMEC, un beau texte qui s'appelle « La douceur d'un sommeil d'après-midi », qui relate la mort de son père. Elle imagine, puisque évidemment elle n'y était pas. Les métayers purent ainsi, avec une rare délicatesse, lui retracer parfaitement à la mère, à son arrivée, les derniers mois de sa vie, de la vie du père. Ils avaient été très paisibles et étonnamment doux. Quoique ne les ayant pas vécus, je connais leur lumière et leur douceur, celle du parc à l'automne, lorsque les dernières moiteurs montent de la vallée du Drô, lorsque toute la vie bourdonnante, nourrie de soleil, déserte le parc et le laisse silencieux et calme, comme un chœur d'église après les derniers offices. Marianne Alphand, vous avez rencontré Marguerite Duras en quelle année? 84. 84. C'était l'amant. On s'est connus à ce moment-là. C'est oui. ça. Oui. Et vous avez fait cette première interview, ou bien dont Michel Pontic vient de parler? Alors ça, c'était 92. 92. À partir de l'amant, chaque fois qu'il y avait un livre qui était publié, j'allais la voir. Alors, c'était le rituel. D'accord. Et donc, voilà, il y a eu une familiarité progressive, parce que la première fois pour l'amant, mais j'en parlerai un peu demain, je la connaissais absolument pas, donc c'était un moment très effrayant de la rencontrer. Et puis, bon, je pense qu'elle a trouvé qu'elle pouvait me faire confiance, parce que j'ai respecté scrupuleusement ce qu'elle m'avait dit. Elle a contrôlé par téléphone le lendemain, la retranscription parfaite. Et puis tout de suite après, il y a eu le bon plaisir. Et donc là, une semaine avec elle, voilà, Naufle, Paris, Trouville, bon, donc les liens se sont créés immédiatement. Et après, évidemment, pour chaque livre, je retournais la voir. Elle vous ressouviez où? Hein? Elle vous ressouviez à quel endroit? Rue Saint-Benoît. Rue Saint-Benoît. Mais on bougeait parce que, bon, j'arrivais, elle me disait... attends, viens voir, je suis en train de regarder, alors ça pouvait être Aurélia Steiner, elle se repassait à la télé en me disant viens voir, c'est extraordinaire. Donc on commençait par regarder un film de Marguerite. Et c'était toujours, elle partait toujours, c'est ça que j'adorais, il y avait toujours des espèces de préliminaires fantasques. Et puis bon, aussi des bifurcations. Changer d'idée. Il me disait tiens, je vais te montrer une veste que j'ai retrouvée, une veste qui me vient de Jeanne. C'était Jeanne Moreau. Elle s'habillait avec des vêtements de Jeanne Moreau, de Dominique Sanda. Ou alors il y avait des pauses, il y avait des parenthèses. Bon, l'amant de la Chine du Nord, c'est un moment où elle est fâchée avec Jérôme Lindon. Donc elle l'a publié chez Gallimard. Et donc elle est... toute la conversation tourne autour de sa... Elle est dans une attitude évidemment très très... Elle lui en veut énormément, donc je me dis, je ne vais pas tout raconter. D'ailleurs, chaque fois, il y avait « je ne peux pas tout raconter ». Je ne peux pas tout raconter. Donc, alors elle me disait, tiens, tes bagues, tiens, prête-moi tes bagues. Alors elle les essayait, puis elle me disait, ne les laisse pas traîner devant les lindons. C'était des formules extraordinaires. Donc il se posait toujours la question, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce que je garde? Et ça a commencé tout de suite comme ça, puisque donc j'arrive chez elle, elle était, je la connaissais pas, elle m'ouvre la porte, bourrue. Voilà.
s'assied, j'étais face à elle, dos à la fenêtre, donc elle me voyait à contre-jour. Et je commence par lui dire, bon voilà les circonstances de l'amant, et elle me dit, j'ai écrit ce livre parce que Yann est retourné aux hommes. Donc on m'a pétrifiée, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et donc, elle m'en parle un peu, il y a Yann qui entre à ce moment-là, que je ne connaissais pas, très très insolent avec elle, qui prend du parfum, qui se parfume en lui disant « Vous n'avez besoin de rien, bon, de toute façon, j'ai rien à vous rapporter. » J'étais dans une espèce de scène, mais je jouais aussi. Et donc, moi, terrorisée, me disant « Mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Puis ensuite, on est entré dans quelque chose de... Mais c'était elle, provocation extraordinaire et magnifique, quoi. Quelque chose de sauvage. Voilà. Qui a même dans les... Bien sûr, dans les impudents, déjà. C'est là, cette sauvagerie magnifique. Et maintenant que vous êtes dans le pays de Duras, oui. Vous venez d'arriver de Paris, voilà. Il y a une demi-heure que vous êtes là, même pas peut-être. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier ou bien vous étiez déjà venu ici? Jamais, jamais, jamais. Je ne connais pas du tout cette région. Donc, bon, il y a une espèce de... C'est très impressionnant de commencer par ce moulin, par l'eau, par le Drô. Donc je vais découvrir demain le Platier, je vais découvrir... mais c'est une... On sent une espèce de campagne extrêmement prenante. Là, quand je regarde autour de moi, que je vois les moutons, la poule avec ses petits poussins, les animaux, la campagne est très très profonde. Et donc, en écoutant Michel lire, alors j'ai pas encore vu le parc, mais c'est l'emprise d'une campagne. On le sent tout de suite ici. Oui. Bon, eh bien, nous sommes à Platier, qui s'appelle Huderan dans les Impudents. Et Huderan, ça ressemble aussi un peu à Duras. Le personnage des Impudents s'appelle Maud, c'est M-A-U-D. Il y avait déjà des intentions de Marguerite Donadieu à l'époque en choisissant ces noms. Nous accédons là par cette route, qui est une route départementale, qui coupe entre la vallée du Drô et la maison du Huderan. C'est une colline qui est coupée par la route, dont Marguerite dit « La route coupait la pente sombre du terrain, immobile, d'une blancheur lactée. Elle traversait le pays étrangement absente, tel un courrier qui vient de loin et ne songe qu'à son but. » Bon, et on accède par 15 marches, dont Marguerite disait 15 marches en marbre. En fait, 115 marches en pierre. Mais on accède à cette propriété dont il reste quelques murs aujourd'hui, mais il reste encore le bassin, certaines dispositions des arbres. Hein. Marguerite, déjà Duras, appelle ce parc un parc de romans. Il nous était très familier, et pourtant nous savions nous y perdre comme dans une forêt. Ce parc a toujours eu pour moi la teinte du passé. À peine y étions-nous que nous savions devoir le quitter, puisqu'il l'achète en 1922, elle y viendra en 1922, et en 1924, très rapidement, elle va devoir le quitter. Il nous était très difficile de l'oublier, et il me semble bien qu'à nos moindres joies était mêlée une mélancolie très voluptueuse, comme le sont toujours les tristesses d'enfants. Rien de bien net ne le distinguait des autres, à part qu'il était le nôtre. Il avait des secrets, des grands espaces chargés d'ombres humides, un soleil très pâle qui n'admettait qu'avec une réserve délicieuse, un petit bassin ovale, entouré de lierre, noyé dans ses eaux la tristesse d'un saule. Un jour, notre vieux bassin lui-même retrouverait dans la douce caresse de ses courbes les jeux incohérents des poissons rouges. Nos jeux eux-mêmes n'auraient pas pu réveiller ces arbres qui portaient en eux près d'un siècle de solitude.
y a des choses que je trouve toujours moi, très touchantes, c'est quand il y a une subtilité dans les modelés. Ce travail d'avoir des arbres sur des modelés, souvent c'était fait exprès, c'est pas la racine qui fait pousser. Je trouve assez subtil de nous mettre le pied de l'arbre beaucoup plus en situation d'être perçu. Là, on sent bien qu'il y avait quelque chose qui montait, qui faisait le tour comme un massif. Là, on voit, il y a des jeunes ormes. Alors, c'est vrai que dans les impudents, elle parle des ormes du parc. Est-ce que c'était la souche d'un orme? En tout cas, les petites choses là qui poussent à côté, c'est des ormes en souffrance. Et on voit bien qu'il y avait quelque chose qui montait comme ça. Et ce mouvement, on le voit en symétrie comme ça. Donc, on mettait un peu les arbres comme sur des petites buttes et on faisait tourner l'allée autour, quoi. Et je trouve que c'est un peu effacé, mais quand même, c'est lisible. Et ça, je trouve que c'est... Et on voit bien qu'au-dessus du bassin, au contraire, c'est plat. Enfin, tout ça, ça s'appelle vraiment le modelé. Et c'est des modelés fins. Donc, si on n'est pas très attentif, on les écrase, on les efface. C'est vrai que quand je reviens sur un vieux parc, j'essaie de voir un peu ça. Parce que, du coup, souvent, c'est travailler quand même subtilement, qui fait que les vues sont bien cadrées. Elles ont une base assez bien faite, assez plate. On voit pas des bouts de maison, on voit pas en général les choses. Là, on voit bien que la maison, on a une horizontale en haut. Alors, est-ce que c'est la terrasse? Mais on voit bien que les choses sont posées, quoi. Enfin, je sais pas si oui, tu oui. me parles. Et là-bas aussi, on voit bien qu'il y a une petite contrepente. Alors, pourquoi il y avait une petite contrepente? J'ai pas toutes les explications. Hein. C'est plutôt comme des points d'interrogation qui me viennent à l'esprit quand je suis ici. L'if, il a une écorce extrêmement particulière. Il y a un côté nu, je trouve. Enfin, et ça, c'est parce que les ifs, on les voit pas souvent si grands et si vieux. Donc c'est des vieux ifs, ceux-là, ils pouvaient être là. Ce ne sont pas non plus des arbres spontanés. On les mettait dans les cimetières, on les mettait dans les parcs, mais on ne les trouve pas tout seuls à l'état naturel. Donc ça, c'est un tilleul taillé en tête de chat. Enfin, je ne sais pas depuis quand il a été taillé comme ça, mais c'est quand on les taillait toujours pour pas qu'il soit trop grand, et du coup il fait une boule dans laquelle il met pas mal de réserves. Donc en fait, quand l'arbre a été taillé comme ça, il faut continuer à le tailler comme ça. Et après, ça fait des trognes, et du coup il y a des animaux qui sont assez intéressés par cet habitat. C'est vrai qu'au début on est choqué, mais en fait de nouveau il y a un équilibre écologique qui s'installe. Le platier, où est le platier? Mais il est là, il est à côté de ce 2 coudes de la rivière. Et quand même, ce qui est beau aussi, c'est le Riotor, c'est-à-dire qu'il y a le Riotor qui est juste à gauche. C'est le nom de l'affluent qui se jette dans le Drô et qui longe la propriété. Quelquefois, je me mélange entre le nom réel du lieu ou du ruisseau et le nom qu'elle a donné dans le roman. Je m'en mêle complètement maintenant dans les vocabulaires. Donc il faudra regarder la carte IGN pour chercher le vrai nom. On voit une ligne d'arbres dont on ne voit pas la base. En fait, c'est ça l'inflexion très forte du petit ruisseau qui fait qu'il crée 2 versants très serrés. Ces arbres, c'est ce qu'on appelle la ripisylve, c'est-à-dire c'est la végétation de la rive qui profite du fil d'eau pour se développer, et puis du coup c'est pas un endroit qu'on cultive, donc les arbres poussent tranquillement. Cette année, nous avons voulu la consacrer à des journées d'études sur ce lieu de Platier, puisqu'il a été acheté en 2018 par la communauté de communes et qu'il fallait bien penser, réfléchir à ce qu'on pouvait faire de ce lieu pour qu'il soit à la fois un lieu du territoire et un lieu habité par l'auteur, qu'on a croisé avec cette manifestation, nos connaissances, nos sensibilités. J'espère que nous pourrons faire du bon travail. Et merci particulièrement Madame Dreux et Monsieur Cadio d'être là. La communauté de communes sera, puisqu'elle en est propriétaire,
en charge de la mise en place d'un programme de mise en valeur, de médiation. Et là, nous avons donc nouvelle élue à la communauté de communes, Sylvie Wojciechowski, qui a beaucoup de savoir en la matière, beaucoup de relations dans les institutions qui seront nos partenaires. La ruine est maintenant protégée d'effondrements intempestifs. Donc à partir de là, nous avons une phase de temps devant nous pour bâtir, réfléchir, adapter, organiser, regarder les publics qui seront ciblés, regarder comment vous, Duranciens, voulez que ce projet porte l'identité, l'œuvre de Marguerite Duras et son lien à ce territoire. Et donc nous attendrons bien sûr avec curiosité et impatience vos travaux.